faut-il retenir de l'actualité européenne et internationale ce vendredi 14 décembre? Voici en 16 minutes ce dont nous avons choisi de vous parler. Bienvenue dans Euronews Soir. À la une ce soir, Strasbourg, où le bilan des victimes s'est alourdi 3 jours après l'attentat et au lendemain de la mort de Cherif Chekhat. La vie reprend malgré tout ses droits sur le marché de Noël, à nouveau accessible. Une fois encore, Theresa May repart bredouille de Bruxelles. Pour ses partenaires européens, pas question de renégocier l'accord sur le Brexit, même s'il se heurte à l'opposition des députés britanniques. La COP24 joue les prolongations mais risque de décevoir. Au dernier jour de la conférence sur le climat, les signataires de l'accord de Paris peinaient encore à s'entendre sur la mise en œuvre et le financement de leurs engagements. Et puis en fin de journal, gros plan sur les European Film Awards. À la veille de la cérémonie de remise des prix, nous ferons le tour des grands favoris. Strasbourg, entre deuil et soulagement, une nouvelle victime de l'attentat a succombé à ses blessures alors que les badauds reprenaient le chemin du marché de Noël. Quant aux enquêteurs, au lendemain de la mort de Cherif Chekhat, ils ont encore bien des zones d'ombre à éclaircir. Le point avec Christelle Petrongari et Lise Fantino. Des forces de l'ordre chaleureusement applaudis à Strasbourg par des habitants visiblement soulagés. Il y a quelques minutes, Cherif Chekhat, l'auteur présumé de l'attaque du marché de Noël, vient d'être abattu. Sa cavale n'aura duré que 48 heures grâce aux témoignages déterminants de 2 riverains. Cherif Chekhat se trouvait au pied d'un immeuble aux alentours de 21 heures quand 3 policiers l'ont interpellé. Le fugitif s'est retourné en tirant. Les fonctionnaires de police ont alors riposté et l'ont tué. Le parquet antiterroriste poursuit ses investigations. Cherif Chekhat a-t-il bénéficié de complicité logistique? 7 membres de son entourage sont actuellement en garde à vue. L'enquête va désormais se poursuivre afin d'identifier d'éventuels complices ou co-auteurs susceptibles de l'avoir aidé ou encouragé dans la préparation de son passage à l'acte. Nous allons maintenant également nous attacher à reconstituer les 48 heures qui viennent de s'écouler, afin notamment de voir s'il a pu bénéficier de soutien dans sa fuite. Le bilan de l'attentat de mardi soir s'est alourdi ce vendredi. Une 4e victime a succombé à ses blessures. Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat, une revendication totalement opportuniste pour le ministère de l'Intérieur. Après cette chasse à l'homme, le marché de Noël de Strasbourg a finalement rouvert ses portes vendredi matin. À Strasbourg, le marché de Noël a rouvert ce vendredi, 3 jours après l'attaque qui a endeuillé la cité alsacienne en France. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est allé à la rencontre des habitants et des commerçants, alors que le chef de l'État, Emmanuel Macron, devait aussi se rendre sur place. Nous avons pris cette décision pour l'honneur de Strasbourg, pour l'honneur de la France, pour faire en sorte que face à ces attaques aussi violentes que celles que nous avons subies mardi, nous puissions montrer que notre pays, notre République savait redresser la tête. Les commerçants espèrent de leur côté que le marché va reprendre vie peu à peu. On est triste pour les personnes qui sont décédées l'autre jour, mais on espère que les gens vont revenir au marché Noël, puisque c'est quand même Noël, c'est quand même une période festive de l'année. La fusillade qui s'est déroulée quelques mètres plus loin reste dans les esprits et certains viennent rendre hommage aux victimes. J'avais besoin, un ressenti de me recueillir. Parce que je connais des gens, mon fils habite à 50 mètres d'ici, la deuxième personne qui est tombée à sa porte. Et voilà, il a encore vu le sang quand il est rentré chez lui à 2h du matin, 2h30. L'auteur de l'attaque, Cherif Chekhat, a été abattu par les forces de police ce jeudi dans le Neudorf à Strasbourg après 2 jours de traque. Malgré la polémique sur la sécurité, avec un plan Vigipirate à son plus haut niveau, les Gilets jaunes n'entendent pas renoncer à l'acte 5 de leur mouvement ce samedi. Un de leurs représentants s'en est expliqué au micro de Fleur Martins. L'acte 5 des Gilets jaunes se profile pour samedi.
Malgré les annonces d'Emmanuel Macron et la menace terroriste, de nombreux représentants du mouvement appellent à manifester. Pour eux, l'attentat de Strasbourg ne doit pas être instrumentalisé pour empêcher la poursuite de la mobilisation. L'ensemble des Gilets jaunes de toute la France vont de toute façon manifester samedi. On va continuer la mobilisation. Nous avons présenté en nom de notre mouvement les condoléances aux familles des victimes de Strasbourg. Cependant, nous sommes vraiment choqués par la manière dont le gouvernement se sert de cet événement tragique, justement pour arrêter la mobilisation, parce que pour nous c'est quasiment de la manipulation en fait. La hausse du SMIC, la prime de fin d'année ou encore la suppression de la CSG pour une partie des retraités n'auront donc pas suffi pour apaiser la colère des Gilets jaunes un mois après le début du mouvement. Et nous pensons qu'il y a des milliards et des centaines de milliards à trouver, justement, faire des économies importantes, simplement en taxant là où il faut taxer et arrêter de culpabiliser les petits contribuables. Samedi dernier, les manifestations avaient rassemblé quelques 136 000 gilets jaunes sur l'ensemble du pays, d'après le ministère de l'Intérieur. Les dispositifs de sécurité devraient être similaires pour endiguer les éventuels débordements. 143 millions d'euros, c'est ce qu'aura coûté le référendum sur le Brexit il y a 2 ans et demi. Le chiffre est tombé aujourd'hui, une annonce dont Theresa May se serait bien passée, mais elle n'est plus à un désagrément près. Venue chercher une solution de secours à Bruxelles, elle est repartie les mains vides. Les explications de Maxime Bios-Duplan. Theresa May face à la fermeté des dirigeants européens. La première ministre britannique est rentrée du sommet de Bruxelles sans avoir obtenu d'éléments de nature à convaincre les parlementaires britanniques de voter en faveur de son accord de Brexit. Pas question pour l'Union européenne de rouvrir les négociations, mais les 27 promettent que si le système de backstop devait être mis en place, il ne serait que temporaire. C'est la déclaration la plus claire que l'Union européenne ait faite jusqu'à présent. Son intention est d'éviter de devoir utiliser le backstop et s'il le fallait quand même, que ce ne soit que temporaire. Ils veulent travailler rapidement avec nous une fois que l'accord sera conclu, en termes parlementaires, afin de commencer les négociations pour notre futur partenariat. Ce sommet européen a été globalement assez tendu, en témoignent des sources diplomatiques qui parlent d'exaspération des chefs d'État et de gouvernement devant les nouvelles demandes de Theresa May. Nébuleux dans le brouillard, ce sont les termes employés par Jean-Claude Juncker. Je ne me référais pas à elle, mais à l'état général du débat en Grande-Bretagne. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suivais le débat à la Chambre et je ne vois pas où le Parlement britannique veut en venir. Et c'est pourquoi je disais que c'était nébuleux, brumeux en anglais, donc je ne l'agressais pas. Prochaine échéance européenne, un nouveau sommet en janvier. D'ici là, Theresa May espère encore obtenir des garanties supplémentaires, mais de nouvel accord, il n'en sera pas question. Nous devons exclure tout type de réouverture des négociations sur l'accord de retrait. Alors que les institutions de l'Union européenne s'apprêtent à fermer pour Noël, Theresa May s'est envolée pour Londres avec un dossier toujours dans l'impasse et un accord qui devrait passer au Parlement britannique à partir du 7 janvier. C'était aujourd'hui le dernier jour de la COP24 en Pologne, du moins en théorie, car les discussions se prolongent. Les 196 pays rassemblés depuis 2 semaines au chevet du climat tergiversent. Le reportage de nos correspondants. Fin de COP24 tendue à Katowice. Entre retard, désaccords et pression de toutes parts, le secrétaire général de l'ONU a appelé à intensifier l'action devant un réchauffement galopant. Il n'y a aucun doute, c'est le moment de vérité. Gaspiller l'opportunité de Katowice compromettrait notre meilleure chance de stopper cette course du changement climatique. Ce ne serait pas seulement immoral, ce serait suicidaire. Les délégués et observateurs sont prudemment optimistes. D'ici demain, peut-être que les choses peuvent rentrer dans l'ordre, sinon à l'étape actuelle, c'est un peu compliqué. Espérons que ça se termine bien, oui. Les derniers jours avant la fin de ces sommets, on entend toujours des gens dire que les négociations avancent trop lentement et que les choses sont compliquées et difficiles.
Et ici, à Katowice, c'est toujours la même chose. Donc, si vous me demandez, là maintenant, je vous dirais que c'est très difficile, compliqué, etc. Mais malgré tout, je suis optimiste. Je pense que samedi matin, nous aurons un accord sur le mode d'emploi à suivre. Mettre sur pied un mode d'emploi de l'accord de Paris, c'était leur mission. Après presque 2 semaines d'échanges intenses ici dans les couloirs du centre de congrès de Katowice, les espoirs de conclure un accord ambitieux se sont évaporés. Alors que cette COP24 touche à sa fin, les 194 pays participants sont toujours en train de se disputer sur les objectifs, leur financement et même sur des virgules. Les négociations dureront probablement jusqu'à tard dans la nuit et peut-être même jusque samedi matin. Et pendant ce temps-là, le compte à rebours pour sauver cette planète qui agonise, lui, accélère. Il est en cavale depuis près de 40 ans, mais cette fois, l'activiste d'extrême gauche italien Cesare Battisti n'échappera peut-être plus à la prison dans son pays. Le Brésil envisage en effet de l'extrader. Raphaël Vivant vous en dit plus. L'ancien militant d'extrême gauche italien Cesare Battisti est menacé d'arrestation au Brésil où il vit depuis 2004. Un juge de la Cour suprême souhaite son extradition vers son pays d'origine. Une décision saluée par l'Italie qui a condamné Battisti par contumace pour 4 meurtres à la fin des années 70. L'homme clame aujourd'hui son innocence. Ancien membre du groupe prolétaire armé pour le communisme, il avait d'abord fui au Mexique puis en France avant de rejoindre le Brésil. Après un séjour en prison, il vit libre depuis 2011 avec sa femme et son fils. Cette extradition était une promesse de campagne du président élu d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Très divers, s'ils se veulent le reflet de l'Europe. Les European Film Awards seront décernés demain à Séville. Des prix seront remis dans 23 catégories. Un aperçu des films nominés avec Annelise Fantino. C'est ce samedi que l'on connaîtra le nom des lauréats du European Film Awards, les prix du cinéma européen, remis ce samedi à Séville, en Espagne. Une sélection dominée par les longs métrages déjà récompensés à Cannes, comme Cold War est nommé ici dans 5 catégories, dont celle du meilleur film. Parmi les favoris de la compétition, cette œuvre signée Paweł Pawlikowski qui retrace une idylle impossible entre le Paris des années 50 et la Pologne stalinienne. Autre film salué sur la croisette, Dogman de Matteo Garrone qui pourrait rafler pas moins de 4 récompenses, notamment celle du meilleur acteur grâce à Marcello Fonte. Avec Border, Ali Abbasi livre un thriller suédois qui interroge la frontière entre l'humain et l'animal. Eva Melander, qui se fond dans le rôle d'une douanière hors norme, est en lice pour le prix de la meilleure actrice. Dans Heureux comme Lazzaro, Alice Rohrwacher esquisse la rencontre entre 2 Italies, du monde paysan à la petite noblesse de province. Autre production Netflix qui a retenu l'attention, Girl, nommée dans 3 catégories, l'histoire d'une adolescente née dans un corps de garçon qui rêve d'intégrer un ballet. L'acteur anglais Ralph Fiennes, qui a joué dans La liste de Schindler, Le patient anglais ou encore dans le Grand Budapest Hotel, se verra décerner un prix spécial pour sa contribution au cinéma mondial. Carmen Maura, habituée à camper les personnages féminins de Pedro Almodóvar, doit recevoir une récompense pour l'ensemble de sa carrière, tout comme le cinéaste Costa Gavras. C'est la fin de cette édition d'Euronews Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés pour retrouver toute l'actualité. Rendez-vous sur notre site internet. Très belle soirée à tous.